Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de VIP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un compositeur, organiste et improvisateur de grand renom, figure majeure de la scène internationale contemporaine. Son catalogue comporte une centaine de pièces jouées par les plus grands artistes et orchestres internationaux. Il s'agit de Thierry Esquèche. Nous recevrons aussi un homme au profil aussi passionnant qu'atypique. Il est à la fois musicologue et campanologue. Alors qu'est-ce qu'un campanologue? C'est quelqu'un qui se passionne pour l'étude des cloches, des carillons et des clochettes, ainsi que pour l'étude du répertoire musical. Je recevrai Hervé Gouriou en seconde partie de cette émission. On commence avec vous, Thierry Esquèche. Bonjour. Bonjour. Vous avez toujours baigné dans l'univers de la musique sacrée, puisque vos parents étaient plutôt pratiquants, vous emmenaient à la messe, et ils vous ont mis à l'orgue dès l'âge de 7 ans. Est-ce que vous avez tout de suite aimé ça? Oui, j'étais demandeur. De toute façon, que ce soit l'orgue ou n'importe quel instrument, en fait, j'ai même commencé par l'accordéon d'abord. Et après, ça s'est transformé en orgue, en piano. Et puis, si j'avais pu que ça se transforme dans 15 instruments, ça aurait été, mais je me suis à peu près arrêté là. Donc, je veux dire, c'est pas seulement la passion pour l'orgue, c'est la passion pour la musique, c'est la passion pour composer, improviser et jouer, ce qui est né depuis cette époque-là. Et ça s'est traduit directement, effectivement, sur l'orgue, aux offices où m'accompagnait ma mère, je me souviens, et où, d'une certaine manière, je le fais toujours aujourd'hui. J'ai juste changé d'église. Alors vous me disiez, vous composiez même là où d'autres faisaient des dessins sur des coins de table, vous écriviez des petites compositions déjà très jeunes? Oui, je ne sais plus trop ce que ça valait. C'était des petites chansons, je pense, ce qu'on peut écrire quand on a 5 ou 6 ans. Ça ne doit pas aller très loin. Donc je m'imprégnais de ce que j'écoutais à la télé et autres, et ça ressortait. Mais ce qui fait, je pense, un compositeur, et peut-être je l'étais déjà un petit peu, c'est qu'on prend quelque chose, mais on le transforme. C'est ça le but, en fait. On est compositeur ou écrivain quand on se saisit d'un matériau. Et donc, je me saisissais de ce matériau que j'entendais par des télés, certainement de la variété, parce qu'à l'époque, je pratiquais surtout la variété. J'étais accordéoniste de bal, pratiquement, en amateur, mais j'étais accordéoniste de bal. Donc, au bout du compte, je prenais ça, et puis je commençais à en faire des petites pièces, des petits mouvements de symphonie, des petits mouvements de mélodie. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la musique, depuis très tôt, effectivement. Et vous saviez déjà à cette époque-là que vous voudriez en faire votre métier? Oui, en fait, je ne me suis jamais posé la question. Peut-être ai-je tort, d'ailleurs, parce que j'aurais peut-être pu faire autre chose. Mais quand j'avais 5-6 ans, c'était une évidence pour moi. Et ça l'est devenu pour mes parents assez vite que je ferais de la musique. Donc j'ai juste après fait des études normales que font n'importe quel lycéen. Mais j'ai fait de la musique. Et puis parallèlement au lycée et dès que le lycée s'est terminé, j'ai amplifié mes études au Conservatoire de Paris, où j'enseigne maintenant d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs obtenu plusieurs prix, harmonie, contrepoint, fugue, orgue, improvisation à l'orgue, etc. Puis vous avez reçu d'autres prix, comme le prix André Jolivet ou encore le prix Blumenthal ou le prix Nadia et Lily Boulanger. Vous êtes sensible à cette reconnaissance? C'est compliqué. Je pense que comme tout être humain, ça rassure. Donc évidemment, je suis rassuré quand j'ai un prix, mais évidemment, comme c'est oublié au moment même où j'ai été élu quelque part, j'ai déjà oublié que j'ai été élu parce que je suis sur d'autres choses. Voilà, ça donne une sorte de petit but. Mais en l'occurrence, ces prix, souvent d'ailleurs les prix que vous citiez, c'était des prix de l'Institut, certains, c'était des prix de la SACEM, sont des prix qui couronnent éventuellement des œuvres, mais ne sont pas forcément des prix auxquels on s'est présenté ou qu'on a concouru. Donc en fait, non, ça a sur moi, sincèrement, un impact assez limité. Je pense que ce que veut un compositeur, c'est d'enfoncer le même clou toute sa vie pour essayer de dire avec plus de force ce qu'il veut dire. Mais après, le reste, c'est un accompagnement qui fait du bien, mais pas plus. Pour dire ce qu'il veut dire, vous en l'occurrence, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ça change en fonction des périodes. Si vous me demandez ça pour les premières pièces que j'ai écrites, on va dire quand je sortais du Conservatoire de Paris dans les années 92, où j'avais 25, 26 ans, je ne sais plus, c'était quoi? Ce que je voulais dire à ce moment-là, c'était une sorte de violent romantisme. Et j'ai écrit par exemple un concerto pour orgue dans le deuxième mouvement qu'on vient de donner à Paris récemment d'ailleurs, avec l'Orchestre Lamoureux. C'est une sorte de jaillissement expressif et juste un certain expressionnisme. Là, ce que je recherchais, c'est un lyrisme hyper tendu tout le temps. Alors, souvent, on dit que ça caractérise un peu ma musique. Mais progressivement, c'est pas ce que je recherche maintenant. La musique que j'écris maintenant est toujours la même. Or, peut-être qu'avec l'âge, je recherche plus des formes en osmose, peut-être avec ce qui est autour de moi, avec le cosmos, avec plein de choses. Et je sens progressivement que je dis la même chose, c'est-à-dire que je serai toujours quelqu'un qui va s'exprimer avec un très grand lyrisme, avec
des mondes sonores superposés qui se mélangent, un peu comme dans une fête foraine où on entend des manèges différents. Et c'est vrai qu'il y a souvent des plans différents dans la musique. Sauf que maintenant, progressivement en avançant dans l'âge, je vois ça avec un certain recul et je cherche des choses moins évolutives, des choses peut-être plus moins violentes, moins virulentes. J'essaie peut-être un peu, voilà, je commence à peut-être commencer à méditer. On sent que tout ça est assez limpide pour vous, que les choses se sont enclenchées assez naturellement, que vos parents vous ont encouragé, etc., etc. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, peut-être votre parcours était écrit ? Oui, je me suis le demandé quelquefois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que tous les élèves que je peux avoir au conservatoire, tous les amis que je peux avoir, je veux dire mes propres enfants, se demandent souvent ce qu'ils vont faire et j'essaie, alors à la place différente qui va être la mienne, souvent de les guider, de leur dire plutôt tu fais ça comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai jamais eu ce problème-là. Et il y a effectivement une sorte d'évidence. Et même je vais vous dire, ce qui est assez curieux, c'est que dans la façon dont je gère entre guillemets ma carrière, je ne la gère pas. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui me présente, J'ai jamais envoyé une partition à quelqu'un de moi-même, par exemple. Ce sont des choses qui se présentent à vous. Et un orchestre me propose. Je n'ai jamais demandé à avoir une commande. Je suis content quand la Philharmonie de Paris me fait une commande pour l'ouverture, mais ce sont des projets qui sont venus de l'extérieur et je me laisse couler dans ces projets avec une sorte de fatalité comme ça. Il se trouve que ces projets m'emmènent vers quelque chose que je recherche, pas de l'ordre du désir de réussir. De l'ordre, je sais qu'en chaque pièce, je vais essayer d'aller plus loin dans mon propos. Et la réalité m'y aide pour l'instant. En 1996, vous avez été nommé titulaire du Grand Orgue de Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Comment est-ce qu'on accède à ce type de poste ? Eh bien là, en fait, le poste était... il y a un renouvellement de poste donc, à ce poste. Là, effectivement, je me souviens de m'y être présenté. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le père Lerat, qui est maintenant décédé depuis peu de temps, est le père qui m'a baptisé, tout simplement. Donc, il y a eu là-dessus une sorte d'évidence, je veux dire. Une fois de plus, la boucle est bouclée. Oui, la boucle est bouclée. En fait, je me suis présenté. Et on a été nommé à ce poste avec un de mes amis, Vincent Varnier, avec qui nous partageons toujours le poste, parce qu'évidemment, on ne peut pas être là tous les deux à chaque dimanche. On tourne, les œuvres sont jouées, on va jouer nous-mêmes. Donc voilà, on partage ce poste. Et effectivement, mais vous voyez qu'il y a toujours une... Voilà, il m'a baptisé, et puis il m'a fait signe quand, je ne sais pas, 20 ans ou 25 ans après, voilà, si tu veux venir, peut-être qu'on pourra faire quelque chose. C'est amusant. Alors, puis vous avez ensuite mené une carrière internationale d'organiste, jouant dans les plus grandes capitales mondiales. Quel est votre plus beau souvenir ? Un de mes plus beaux souvenirs, alors curieusement, ça ne sera pas dans une église où j'ai joué, comme Notre-Dame de Paris, des orgues qui sont parmi les plus beaux du monde, ou la cathédrale de Cologne, ou d'autres. Ça sera dans une salle de concert, parce qu'il y a beaucoup d'orgues en salle de concert aux États-Unis. Et je me souviens que c'est sur le Kimmel Center, où j'ai fait un spectacle, parce que j'aime beaucoup que le concert devienne spectacle, ce soit pas seulement un récital, où j'ai dépeint, j'ai fait tout un programme, ça m'a pris 1 an, où j'ai fait des transcriptions de tas d'œuvres de Stravinsky, j'ai vu des peintures, des dadaïstes et autres. Et le but de ce concert, c'était avec 2 mimes, un mime, 2 danseurs et un comédien, et orgue, de transmettre ce qu'était l'ambiance de Paris des années 20, 10 et 20. Alors avec tous les mouvements picturaux qu'il y a pu y avoir, les mouvements littéraires, avec la guerre mondiale évidemment, et les œuvres qui ont été faites. Et construire des spectacles comme ça dans une salle de concert, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Alors on va parler dans quelques secondes de votre parcours en tant que compositeur. En tant qu'interprète, quels sont les compositeurs que vous aimez le mieux interpréter ? Vous parliez de Stravinsky à l'instant. Alors je crois qu'un de ceux que j'aime le plus interpréter, curieusement, il n'est pas contemporain, il est romantique, peut-être parce que la base de ma musique est romantique. Il a été clair, ma façon de m'exprimer est romantique. C'est Mendelssohn. Alors pourquoi Mendelssohn ? On se dit souvent, on dit que c'est un compositeur mineur, dire en France, Mendelssohn. Oh là, Mendelssohn, oui, c'est pas Schumann, c'est pas Brahms, c'est pas Wagner. Eh bien, je crois que c'est pire. C'est-à-dire que, enfin, c'est pire, c'est mieux plutôt. Ce qu'il y a de génial chez Mendelssohn, c'est qu'il y a une sorte de fluidité dans le discours. Mendelssohn, on a l'impression que c'est improvisé. On a l'impression que chez des mélodies qu'on retient, ces histoires sans parole pour piano, on peut les chanter dans la rue. D'ailleurs, quelquefois, elles sont adaptées en chansons. Je vois quelquefois en Allemagne, en variété ou autre. C'est une musique tellement bien faite, tellement limpide, et puis surtout d'une efficacité au niveau sensoriel, c'est-à-dire qu'il fait passer exactement à la moindre double croche son état, qui était souvent d'ailleurs pas très bon, parce qu'il était souvent dans une sorte de dépression permanente, Mendelssohn. Et c'est absolument fantastique. Et je crois que c'est un des plus beaux
un plus bel équilibre entre la forme, qui est très rigoureuse, qui vient de l'art classique, et cette sorte de fluidité du discours. Et peut-être que tout simplement, j'aime le jouer, moi, en tant qu'organiste, et je vais certainement le faire l'intégrale l'année prochaine pour Rogue, d'ailleurs, parce que, évidemment, quand je le joue, j'ai l'impression, d'une certaine manière, de me jouer, avec toute proportion gardée. Je me dis, tiens, c'est un peu moi qui parle quand je joue ces pièces. Et quelquefois, quand j'improvise après au concert, je suis souvent dans un style assez proche de Mendelssohn, à l'époque du romantisme, pour ça, je pense. Alors vous êtes, je le disais également, compositeur, vous composez vos propres œuvres, vous en avez imaginé plus d'une centaine. Il n'y a pas que de l'orgue dans vos musiques, il y a aussi du piano, du saxophone, d'autres instruments. Et en tant que compositeur, vous avez d'ailleurs été en résidence à Lille, à Lyon, et puis maintenant vous êtes compositeur associé à Paris. Quel est votre processus créatif ? Effectivement, je ne compose pas pour orgue, que pour orgue. L'orgue, je le réserve souvent pour l'improvisation. Je suis titulaire de Saint-Étienne-du-Mont et les paroissiens peuvent m'écouter improviser au long du dimanche. J'essaie, dans le courant de l'office, effectivement, d'être à la fois personnel, à la fois de servir l'office. Donc c'est vrai que quand je passe à la composition, j'utilise assez peu l'orgue en soliste. Ça arrive, j'ai quelques pièces d'orgue seul. Ce qui va m'intéresser dans le processus créatif, c'est d'utiliser l'orgue, de le mélanger aux orchestres. Donc quand j'étais en résidence à Lyon, quand vous étiez il y avait un orgue qui existe toujours là, d'ailleurs, dans la salle de concert. Eh bien, j'ai écrit une œuvre pour orgue et orchestre qui mêlait les sonorités de l'orgue, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de pièces qui mêlent les sonorités de l'orgue et de l'orchestre. Donc je mélange comme ça mon métier d'organiste à celui de compositeur, et j'ai fait ça d'ailleurs dans les trois résidences. Maintenant, le résidence avec orchestre, c'est autre chose, c'est aussi communiquer vraiment, jouer avec chacun des musiciens de l'orchestre, faire de la musique de chambre, les connaître personnellement, c'est découvrir... c'est la meilleure cour d'orchestration qu'on ait. Je veux dire, on joue avec 120 musiciens, on est à l'intérieur souvent quand on joue, on y répète les pièces qu'on écrit. Donc c'est vraiment un travail artisanal au cœur d'un orchestre ou d'un ensemble instrumental qu'effectivement j'ai fait 3-4 fois et je serai amené à refaire. Et c'est peut-être les choses qui ont été les plus enrichissantes dans ma carrière musicale. Alors pour plonger un petit peu dans votre côté Thierry Esquèche, compositeur, je vous propose que l'on écoute un extrait de votre dernier disque qui s'intitule Esquisse. On va écouter un extrait de Motet. D'où vient votre inspiration lorsque vous composez ? Et bien là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ce qui est intéressant de me poser la question, parce que l'inspiration, elle vient de l'extérieur. L'inspiration, elle vient d'Alain Suède, qui était un poète avec qui j'ai collaboré pour plusieurs pièces. Et c'est un poète qui est assez agnostique. Donc, je veux dire, justement, c'était intéressant de collaborer avec quelqu'un. Et vous avez entendu en même temps que dans la pièce qu'on vient de voir, j'y ai intégré des paroles du Kyrie. Donc, je me suis, moi, amusé à intégrer, justement, un agnostique vers quelque chose une pièce d'univers plus sacré. Et souvent, pour répondre à votre question, ce que j'aime, c'est trouver des univers qui sont différents de moi. Quand je joue avec un interprète, demain je vais jouer, ou bientôt je vais jouer avec Emil Rosfelder, guitariste, je mêle la guitare et l'orgue qui ne sont pratiquement jamais mêlés ensemble. Lorsque, dans peu de temps, je vais jouer avec Richard Galliano, un complice à l'accordéon, pareil, un accordéon orgue, deux instruments différents. Et quand je compose, c'est pareil, j'essaie que soit le film, une métropolis de Fritz Lang et ses images futuristes, par exemple, soit, comme on vient d'entendre là, ce climat très très spécial d'Alain Suède, cette littérature à la fois spirituelle, à la fois, qui mélange une certaine noirceur et une idée du monde. J'essaie de les mêler à mon univers. Donc j'ai besoin souvent d'une inspiration extérieure, qu'elle soit cinématographique, littéraire ou même quelquefois de la danse, simplement. Alors, vous parliez du cinéma, vous avez aussi un petit peu composé pour le cinéma, pour des films muets notamment. Oui, pour l'instant, je n'ai pas fait de cinéma parlant. J'aimerais bien d'ailleurs en faire un de ces jours, mais je n'ai pas eu l'occasion de chercher à en faire parce que j'ai eu à construire une œuvre et c'était primordial pour moi. Mais peut-être maintenant que ça commence à être un peu construit, j'essaierai d'aller vers le cinéma parlant. Mais une très belle expérience que j'ai faite en écrivant de la musique, c'était pour L'Heure suprême, le film L'Heure suprême de Frank Borzage, qui est le premier Oscar d'Hollywood.
et un grand mélo, mais à la fois surréaliste, qui plaisait beaucoup à André Breton. Et ça m'a plu d'à la fois de faire une sorte de mélo de 2h30, parce que les films muets sont souvent d'une longueur qui serait plus possible maintenant, ou de 3 heures, je crois qu'il fait pratiquement 3 heures. Ce serait plus possible maintenant avec le problème commercial que ça peut représenter. Mais la plupart faisaient 3-4 heures à l'époque. Et donc j'ai écrit la musique tout au long de ce film de Franck Banzage, mêlant effectivement une sorte d'ivresse des sentiments à un côté complètement surréaliste d'une vision des toits de Paris, justement, par Franck Banzage. Donc ça, Et régulièrement, je continue et c'est une source d'inspiration, justement, très importante, on en parlait à l'instant, découvrir Fritz Lang, un muet que j'accompagne au piano ou à l'orgue. L'Aurore de Murnau, c'est peut-être un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, et je sais que ça me donne des idées compositionnelles. La structure de l'Aurore de Murnau est peut-être une des plus belles symphonies qui soit. Donc voilà, c'est là où je vais puiser aussi, tout simplement, chez les autres, chez ces grands maîtres du cinéma. Vous parliez tout à l'heure de l'interpénétration entre différents univers, l'orgue et d'autres instruments. Précisément, vous avez travaillé avec Éric Aubier dans le cadre d'un croisement entre trompette et orgue. Je vous propose qu'on écoute une des compositions de votre dernier disque, Toujours Esquisse. Cette composition s'intitule Tendre Fantaisie. On écoute un extrait. Ça fonctionne extrêmement bien, cette association entre la trompette et l'orgue. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Éric Aubier ? C'est une rencontre de jeunesse, pratiquement. On habitait pas loin l'un de l'autre. Il avait participé, vous citez tout à l'heure, le prix Jolivet que j'avais eu de composition. C'est mon premier prix qui a récompensé une de mes œuvres. Là, c'est un concours que j'avais présenté comme étudiant. Il se trouve qu'il jouait dans l'orchestre. Il était à ce moment-là à l'Opéra de Paris. Il jouait dans l'orchestre qui me jouait. Et la musique lui a parlé, et il m'a proposé à ce moment-là, c'est comme ça que ça se passe en général, la raconte comme ça. Voilà, est-ce que tu veux écrire pour moi, avec moi ? Je ne sais plus dans quel ordre d'ailleurs si c'est passé d'abord, est-ce que tu veux jouer avec moi ? Mais je crois que ça a été ensemble. Chez moi, de toute façon, il y a toujours, quand on fait appel à moi, c'est une sorte de paquet avec l'organiste et le compositeur en même temps. Donc là, je crois qu'il voulait jouer avec moi et en même temps que j'écrive pour lui. Ce qui s'est fait progressivement. Je lui ai écrit aussi un concerto après, à la suite, pour orchestre et trompette. Donc ça a été une collaboration et on continue. Je vais certainement jouer l'année prochaine encore avec lui. Donc c'est quelque chose qui s'est poursuivi. C'est à la fois une amitié aussi et puis c'est une rencontre. Mais vous savez, un artiste, il est seul la plupart du temps. C'est-à-dire que quand on compose, évidemment, on a besoin de solitude, mais quand vous allez jouer à Seattle, j'en reviens, ou dans je ne sais pas quel endroit là, vous faites 15 heures d'avion, vous arrivez dans un hôtel pendant 3-4 jours, vous êtes dans des décalage horaire.
Et moi, je préfère, quand je suis en tant qu'artiste, partager quelque chose avec quelqu'un. Et on a longtemps partagé beaucoup d'univers comme ça, artistique, avec lui. Et maintenant, je le fais avec Richard Galliano, avec d'autres, avec David Grémal, le violoniste, pour qui j'écris un concerto. Et je veux dire, ça fait partie des choses qui me semblent... Ce partage me semble vraiment important. Maintenant, c'est ce que je recherche, moi, quand je vais en concert quelque part. C'est d'autant plus intéressant ce partage et ce travail d'équipe que l'image d'Épinal que l'on a d'un organiste, c'est l'image de quelqu'un de très seul. Vous parliez à l'instant de la solitude. A fortiori, dans une église, on vous imagine tout là-haut perché, souvent de dos. Les gens ne voient pas forcément votre visage. Et finalement, on a cette idée de l'homme assez seul face à sa machine, si j'ose dire. Est-ce que ça se traduit par un rapport particulier avec les gens qui vous écoutent ? D'ailleurs, on est tellement seul que c'est pour ça que j'ai voulu écrire des pièces pour trompette et orgue, trompette et percussion, trompette piano, trompette et orchestre, et que j'ai mis l'orgue partout. D'une certaine manière, évidemment, je ne suis pas dans quand les pièces sont jouées aux États-Unis, je n'y suis pas forcément tout le temps. Ce n'est pas moi qui joue à chaque fois, je ne suis pas égocentrique à ce point pour me faire impulser. Mais par contre, j'y suis d'une certaine manière, parce que c'est-à-dire que la personnalité de l'organiste est avec ça. Donc en fait, il y a une partie de moi-même qui y est avec. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être. Et j'ai quand même besoin. Vous disiez pourquoi je reste soliste comme ça, alors que je suis compositeur, je reste soliste parce que j'ai besoin de ce rapport avec le public au concert et les fidèles le dimanche. J'ai toujours eu, moi j'ai été bercé par ce rapport avec les fidèles. Depuis que j'ai 7 ans, j'accompagne des messes le dimanche. Donc il y a quelque chose qui fait que la réaction que je peux avoir justement avec ce qui est dit, avec la parole, est importante, et j'improvise en fonction du sens de ce qui se passe. Et puis, pour le côté concert en public, j'ai besoin d'entendre la respiration du public. Quand j'improvise, je ne peux pas, moi, improviser... j'ai beaucoup de mal à improviser. Techniquement, c'est possible, mais par exemple, avec 2 micros, dans une cathédrale, à minuit à Cologne, ou à je ne sais où, à Düsseldorf, c'est pas facile. J'ai besoin d'en faire de la présence. C'est pour ça que le concert vivant ne mourra jamais, parce qu'on a besoin de cette présence viscérale du public. Donc j'ai besoin de ça. C'est pour ça que je suis toujours quand même aux commandes de cet instrument, même seul. Voilà, j'ai besoin d'exprimer moi-même mes idées, que ça ne passe pas toujours par un orchestre symphonique ou par je ne sais quel autre instrumentiste. Alors vous en avez besoin de cette reconnaissance, et vous l'avez, puisqu'effectivement, que ce soit dans le cadre de vos improvisations ou dans le cadre des prix ou dans le cadre des différentes récompenses que vous avez eues aux Victoires de la musique, que ce soit en 2003, 2006 ou 2011, vous avez été élu compositeur de l'année, Victoire donc de la musique classique, à plusieurs reprises. Je voudrais qu'on parle à présent d'une autre de vos pièces, Exultet. Donc là, on est plus dans le domaine du sacré. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Exultet, c'est un moment où... on dit souvent ma musique est très très lyrique, emportée. Et là, je voulais quelque chose à la fois qui reste emporté, parce qu'on ne peut pas tellement se refaire. Mais par contre, je recherchais une œuvre qui aille vers la lumière, l'énergie, qui est vraiment pour moi importante, dont j'essaie de témoigner dans ma vie, et en même temps la lumière, la recherche de la lumière. Donc là, il y a des extraits. Alors, ce n'est pas le texte de l'Exultet qu'on chante avec Gilles Pascal. Il y a l'Exultet, il y a des jubilatés dominés, il y a des bouts de phrases que j'ai prises dans des psaumes du peuple qui marche vers la lumière. Et j'ai mixé tout ça pour en faire une pièce qui, là aussi, avec un effectif instrumental qui n'est pas naturel du tout. Il y a l'orgue, il y a un chœur, le chœur Sequenza 9-3 de Catherine Simon-Pietri, dirigé par Catherine Simon-Pietri, qu'on va la voir dirigeant là. Et en même temps, vous avez 2 percussionnistes qui jouent et un piano. On met là rarement l'orgue et le piano. Donc pour dire aussi que je suis organiste certes, mais je suis un organiste qui veut effectivement m'ouvrir à d'autres couleurs sonores. Et cette pièce, c'est vraiment une recherche de l'énergie et de la couleur. Je vous propose qu'on écoute justement cette recherche de l'énergie et de la couleur.
c'est effectivement une œuvre extrêmement jubilatoire. Vous êtes un artiste très multiple, Thierry Esquèche, parce que vous avez également donné dans l'opéra, puisque tout récemment, cette année, vous vous êtes illustré, vous êtes à l'origine de Claude, qui est un opéra sur livret de Robert Badinter, d'après le roman de Victor Hugo, Claude Gueux. L'opéra, c'est un genre qui vous séduit ? Je ne le savais pas avant de l'écrire, et oui, en fait, je m'en suis aperçu en le faisant. C'est quelque chose qui me faisait peur, ça fait à peu près 15 ans qu'on essaie de me commander des opéras, et en général, je refuse. Et là, il a fallu... Curieusement, ce n'est pas un sujet que j'ai apporté, c'est un sujet que Robert Badinter a proposé à l'Opéra de Lyon. Au début, j'étais assez frileux. Et en fait, le mélange entre la puissance de la pensée de Robert Badinter, qu'on connaît, et puis Victor Hugo, qui est peut-être un des poètes que j'aime le plus, dont j'aime la verve, le sens de l'image, et je me suis dit, allez, on y va, ça sera un projet. C'est le premier livret de Robert Badinter, c'était ma première musique. C'était la première commande de ce type-là, on va dire, un peu spécial, de l'Opéra de Lyon. Et on est parti et ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, pour moi, je sais que ça me donne envie maintenant de me remettre à l'ouvrage pour retrouver un nouveau sujet dramatique. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je propose qu'on reçoive à présent un artiste d'un autre style, un homme passionné qui va venir nous parler de l'art des cloches et des carillons. Il est à la fois docteur en musicologie et campanologue. Il s'agit d'Hervé Gouriou. Bonjour Hervé. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous avez envie de réagir à ce qu'a pu dire Thierry Esquèche ? À mon tout petit niveau, je souscris entièrement parce que je suis aussi organiste. J'ai aussi passé une enfance dans la musique. Après des études complètes au CNR de Boulogne, 7 années de violoncelle, 3 ans de contrebasse, et j'ai enchaîné l'orgue avec Philippe Sauvage. Donc j'ai aussi connu ce milieu organistique, l'accompagnement des offices. Alors évidemment, pour d'autres raisons, ça n'a pas pu déboucher sur une carrière professionnelle parce que les cloches étaient déjà bien présentes et on ne peut pas être partout à la fois. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai à cœur de continuer et dès que je pourrai, si je peux retrouver une tribune là où je suis actuellement, ce sera une des choses que je ferai certainement. Alors de la même façon que Thierry Esquèche est tombé dans l'univers de l'orgue très, très tôt, vous aussi, vous avez très, très tôt su que vous étiez attiré par l'univers de la campanologie. Oui, en fait, c'est une histoire assez amusante, on peut le raconter rapidement. À l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai récupéré un soir de Noël une petite cloche en plastique sur une bûche. Je l'ai accrochée au sapin et je me suis dit, tiens, c'est amusant, ça fait joli, je vais peut-être commencer une petite collection de cloches. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à courir un peu les quincailleries pour trouver des petites cloches de portail. La collection a grandi et quand les études sont arrivées, je me suis intéressé aux vraies cloches, donc y consacrant les études de musicologie jusqu'à la maîtrise de musicologie que j'ai passée, et après aiguillant sur un doctorat de sciences et technologies des arts, à savoir quelque chose de plus technique, parce que je ne me sentais pas de carrure à affronter l'agrégation, par exemple, donc qui est un des débouchés de la maîtrise de musicologie. Thierry Esquèche, l'univers des cloches, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Ce sont surtout des souvenirs. Quand je passe dans des villes du Nord, notamment, de concerts de carillons, et on a un peu perdu cette tradition, nous, mais dans le nord de la France, mais en tout cas, elle est moins présente. Et effectivement, c'est quelque chose de fascinant, parce que le spectre d'une cloche, on a discuté tout à l'heure, est très spécial pour un musicien. Ce sont des accords, c'est difficile de le décrire, mais un spectre un peu curieux, inouï, en fait. Il y a de l'inouï dans la cloche. Et d'entendre des œuvres du répertoire comme ça changer. Moi, ça m'a donné envie, quand j'étais avec une amie, je me souviens, à Bruges, une fois, et j'écoutais un concert à midi, et ça m'a tout de suite donné envie d'écrire quelque chose. Et je sais que c'est l'un des projets que j'ai, c'est justement d'écouter, d'aller vraiment au sein de cet univers des cloches, d'écouter et d'essayer de composer quelque chose. Alors là, en me mettant un peu en... Ça sera moins énergique peut-être que l'exultet, et moins... ça ne sera pas les mêmes harmonies, mais justement en les écoutant, en essayant de y approprier l'univers. Hervé Gouriou, vous avez publié en 2006 un ouvrage extrêmement dense, très érudit, qui s'intitule « L'art campanaire en Occident ». Oui. On se rend compte en le lisant que la facture des cloches de volée est très différente selon les époques et aussi en fonction des pays, que ce soit au niveau des modes de balancement, au niveau des battants, de l'accordage. Au fil de vos études, que ce soit pour ce livre ou de votre propre parcours, quelles sont les cloches qui vous ont le plus frappé, qui vous ont le plus étonné ?
C'est difficile de répondre de façon synthétique. Quand on est jeune, il y a le côté record qui est toujours frappant. Quand on fait des conférences avec des plus jeunes ou même d'ailleurs des adultes, la question c'est où se trouve la plus grosse cloche de France. En l'occurrence, où est-ce qu'elle se c'est la trouve? Savoyarde à Montmartre, qui fait 18 835 kg sans accessoires, donc Oui. 19 tonnes quasiment. Et le poids total en balancement frôle les 27 tonnes, si on additionne tout. Donc ce sont des pièces impressionnantes. Mais après, peut-être à l'image de ce qu'on fait aussi en musique, on regarde plus le côté finesse des choses. Et notamment quand on a en plus une culture, une éducation musicale assez poussée, le côté sonore. Et c'est peut-être ça la limite qui devient prégnant, le côté, la recherche de la qualité sonore d'une cloche accordée, consonante, d'un bel ensemble de cloches. Une de mes promenades, notamment quand j'étais plus en région parisienne, c'était d'aller écouter celle de Saint-Cloud, juste à côté d'ici, qui sont parmi les plus puissantes. C'est la plus puissante sonnerie de l'ouest de Paris, même à la cathédrale de Versailles, ils n'ont pas ça. Et ce sont des cloches remarquablement musicales, accordées, et c'est vraiment un plaisir pour les oreilles. Et le plus grand nombre de cloches présentes, c'est où? Alors, si je me souviens bien, le record de cloches en balancement en France, c'est la cathédrale de Verdun. Je ne sais plus, on approche les vingtaines de cloches. Et au niveau de du plus gros tonnage en balancement, c'est la cathédrale de Cologne en Allemagne, dont on passera peut-être des extraits tout à l'heure, où se trouve la plus grosse cloche d'église capable de balancer dans le monde. On va l'écouter maintenant, d'ailleurs, puisque vous en parlez. C'est une transition parfaite. Thierry Esquèche, qu'est-ce que ça vous inspire Ça m'inspire deux choses en fait. Le musicien réagit à ces couleurs inouïes et tout de suite, moi, ça m'inspire des couleurs musicales. Et d'ailleurs, dans l'opéra dont on citait tout à l'heure, il y a, alors, pas un jeu de vraies cloches, un jeu de cloches-tubes qu'on a dans les orchestres. On a des cloches-tubes. Et c'est peut-être l'instrument que j'ai le plus utilisé dans l'opéra. Pourquoi? Pour justement, par moment, je me souviens que c'était dans les scènes où je cherchais un paysage un peu inouï. On ne sait plus trop où on était. On changeait d'espace-temps d'une certaine manière avec la cloche. Quand on entend ça dans une cathédrale, c'est un peu la cloche aussi, le jeu de cloche, c'est ce qui unit un peu tout un quartier, voire toute une ville. Ça passe au-dessus des gens et c'est important même le rôle de ça. C'est pour ça que c'est important de les garder, pas les faire taire. C'est ce qui unit, c'est la seule musique qui est écoutable à des kilomètres à la ronde. Donc c'est vraiment... c'est les deux choses. C'est moi le musicien, c'est l'inouï, et puis peut-être celui qui va plus dans le côté social, c'est l'union un petit peu de toute une population. Hervé Goyot, dans votre livre, vous évoquez beaucoup la question de l'entretien de ces cloches d'église. Cet entretien, est-ce qu'il est compliqué et en quoi est-ce qu'il consiste? Il est compliqué dans le sens que c'est un métier à part entière. Et d'ailleurs, c'est un métier que j'ai pratiqué pendant 3 ans pour parfaire ma formation technique. Qui est dévolu à qui ce Alors, c'est métier? en fait ce qu'on appelle les campanistes. Le campanologue, c'est celui qui étudie. Le campaniste, c'est celui qui entretient ou qui installe. Et le fondeur de cloche, c'est celui qui fond. Donc, il y a finalement plusieurs métiers. Il y a le carillonneur aussi. Enfin, autour des cloches, il y a finalement toute une série de métiers qui sont complémentaires les uns des autres. Le campaniste donc, va installer les cloches, les entretenir. Alors, certaines municipalités prennent des contrats d'entretien. Donc, il y a quelqu'un qui intervient régulièrement dans le clocher pour vérifier que tout est en ordre. Et qui monte avec... qui monte, voilà, qui monte avec des outils, vous imaginez la taille. Hein. Oui, j'imagine. Avec des grues, du coup, qui permettent de monter les outils ou... Non, quand même pas à ce point. Mais effectivement, quand on a bougé des cloches, c'est tout de suite de la grosse mécanique. Hein. Donc, il y a un côté aussi rustique et assez amusant, d'ailleurs, un côté gros jouet, on peut dire, dans le métier. Hein. Quel est, selon vous, le rapport de la cloche à la société? Alors, il est très complexe, et notamment en France où on parle d'esprit de clocher. Hein. On parle de querelle de clocher. Absolument. Vous voyez une publicité à la télévision pour des fromages ou je ne sais pas quoi, on entend tâter des cloches. Donc, on est imprégné de ça. Hein. C'est dans toutes les dimensions, et c'est assez compliqué à résumer en peu de choses, en peu de mots. Hein. Mais on est vraiment dans un esprit de clocher en France. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, il existe finalement toute une série d'usages profanes des cloches. Lesquels? Alors, en fait, ça se résume en un chiffre. Quand on a fait l'inventaire, enfin, M. Régis Singer, qui était mon prédécesseur au ministère de la Culture, a fait l'inventaire des cloches de Paris. Puis j'ai participé, moi j'avais 18-19 ans.
On a été surpris parce qu'on partait sur une centaine d'églises, la louche de 3 cloches par église, et on s'est retrouvé avec des cloches dans les casernes, dans les prisons, dans les hôpitaux, il y en a même au Jardin Fleuris de la ville de Paris. En fait, on est parti sur 400 cloches, on est arrivé à presque 1000. Donc, il y en a partout. Tout fonctionnait autrefois à la cloche. La cloche, c'était vraiment le seul média de communication important, de masse, d'où l'expression de faire fonctionner les choses à la cloche, à savoir, au quart de tour. Alors, il faut croire, Hervé Goriot, que les cloches n'appartiennent pas qu'au passé, puisque de nouvelles cloches viennent d'être installées au sein de la cathédrale Notre-Dame à Paris. On va d'ailleurs voir à l'écran quelques images qui ont été tournées à l'occasion du jubilé par les équipes de KTO. Je vous invite à nous les commenter. Oui, donc là, on voit l'arrivée des cloches, tout simplement, à Notre-Dame. Il a fallu vérifier que les ponts supportaient la charge. La façade de la cathédrale. Là, on voit la grue araignée qui les monte, qui les pose. Et leur bénédiction, là on voit au premier plan le bourdon Marie qui donc est le voisin du bourdon Emmanuel maintenant. La cloche, c'est vraiment quelque chose qui fascine les créateurs, de toute façon, parce que je me souviens on parlait tout à l'heure, certains compositeurs comme Wagner, alors je l'ai dit tout à l'heure, je me contentais du jeu de cloche tube, mais certains ont demandé carrément qu'on mette une vraie cloche, avec tout ce symbole que ça pouvait avoir, au sein même de l'opéra. Donc vous avez effectivement des jeux de cloches entiers dans des opéras. Absolument, dire à l'Opéra Garnier, si j'ai bien lu votre livre, Hervé Goriot, au sein de, ça vous intéressera, vous qui êtes concerné par l'opéra, il y a donc des cloches au sein du Palais Garnier. Tout à fait. Dans les combles, elles sont, je ne sais plus combien, là aussi c'est des souvenirs assez anciens, mais il y en a une notamment qui avait été spécialement faite pour, on voit dessus, c'est marqué Fa dièse de l'Africaine, d'un compositeur qui avait écrit un opéra qui s'appelait l'Africaine. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'elles avaient même été réaccordées parce que le diapason de l'orchestre avait changé, donc ils les avaient raccordées à coups de burin, ce qui a donné des résultats assez particuliers. Mais il y a donc eu des vraies cloches installées au Palais Garnier. Et un énorme timbre qui donne un si bémol 2 qui fait presque 1 mètre de diamètre, comme un timbre de bicyclette aussi. Sonner les cloches n'est pas donné à tout le monde, ça suppose un statut particulier, expliquez-nous. Alors maintenant, tout est, je dirais, dans la plupart des paroisses, c'est informatisé. Il faut savoir que la plupart des paroisses, même assez modestes, ont leur sonnerie de cloche télécommandée par soit Francfort, soit France Inter à Louis. En revanche, autrefois, c'était effectivement un statut, être sonneur de cloche, c'était un petit peu comme être journaliste de nos jours, c'était quelqu'un qui avait le pouvoir de l'information. D'ailleurs, tellement important que la première chose que l'on faisait quand arrivaient par exemple des sacs dans les villes, on commençait par ôter le battant des cloches, retirer les cloches, c'était couper l'information, donc désorganiser. Quelle est la différence entre sonneur de cloche et carillonneur ? Alors, il y a deux choses. La sonnerie, en fait, ce qu'on appelle sonnerie, scientifiquement, c'est un ensemble de cloches capable de se balancer. Le carillon, c'est un ensemble de cloches fixes ou capables de se balancer, mais munis de marteaux qui peuvent permettre de jouer des mélodies à partir d'un clavier. Alors un clavier type piano, sur les carillons modernes, ou un clavier type coup de poing, comme on en voit dans le nord de la France, qui permet de faire des nuances. D'ailleurs, vous-même, vous êtes carillonneur à Montrouge. Tout à fait. Alors, le carillon de Montrouge n'y a effectivement pas été depuis un bout de temps parce que l'hôtel de ville était en chantier ces dernières années. Il y a une énorme travaux de reconstruction du centre culturel dans lequel se trouve le carillon. Mais effectivement, le carillon de Montrouge, je suis co-titulaire avec M. Singer, est le plus grand de la première couronne de Paris. Et donc plutôt dans quel répertoire, puisque vous évoquiez les différents types de répertoires ? Alors, à titre personnel, j'ai une préférence pour le répertoire, je dirais baroque, parce qu'il y en a eu, du répertoire baroque pour le carillon. Il y a eu également beaucoup de pièces contemporaines. Il y a vite le problème qu'un carillon, ça prend de la place et que beaucoup de carillons par exemple, ne possèdent pas de dièse. Vous avez que des carillons diatoniques ou carillons au contraire chromatiques, ou alors il manque des notes dans le grave. Alors quand on a les sous, la municipalité ou le clergé fait rajouter la note qui manque. Donc ce sont quelquefois des instruments qui sont très hétéroclites et c'est pas évident de s'adapter. Donc on a tout le temps de transposer, de s'adapter en fait. Vous qui avez l'oreille très musicale, Thierry Esquèche, est-ce que vous pouvez repérer quand certaines cloches sonnent, si justement elles sont mal entretenues parce qu'il manque un fa dièse ou un... En tout cas, c'est qu'il manque des instruments.
quand on est extérieur, on ne le voit pas forcément, parce que si le carillonneur choisit bien son répertoire, il va faire en sorte que ces de notes-là ne soient pas trouver, utilisées. de trouver, harmoniser différemment, transposer. Mais c'est pour composer, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour nous compositeurs, et moi je sais que je vais m'y mettre dans quelques temps, c'est les contraintes qui sont intéressantes. Pour tout art, en fait, tout poète ou autre, ce qu'il veut, c'est de la contrainte. Et c'est intéressant de ne pas trop avoir de choses. Parce que je ne vais pas me mettre à faire sur cette pièce-là une pièce que je peux créer pour piano, la transposer. Il faut vraiment écouter, juger des possibilités, des impossibilités. Et puis écoutez, on ne peut pas tout faire. Le spectre d'instrument est très large, le spectre harmonique d'une cloche. Donc effectivement, vous n'allez pas transcrire effectivement du Wagner pour quelque chose comme ça. La musique baroque qui est peut-être plus simple dans la perception harmonique et plus facile à écouter, transposée avec ce spectre. Ou alors des pièces effectivement faites pour l'occasion, qui prennent le temps d'écouter la résonance et qui jouent sur le travail de résonance. Et là, c'est un vrai travail de compositeur qui s'ouvre à nous. Alors vous mettez tous les deux le doigt sur un sujet important, qui est, parce que si les cloches de Notre-Dame, on vient de voir les images, ont été remplacées, il existe encore de nombreuses autres églises ou cathédrales où elles mériteraient d'être restaurées. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Est-ce que c'est essentiellement une question budgétaire? C'est, je dirais, essentiellement une question budgétaire, parce que ce sont des chantiers tout de suite colossaux, qui sont financièrement très lourds, qui nécessitent en plus tout un travail d'ingénierie. On n'installe pas comme ça des cloches du jour au lendemain, c'est quelquefois des mois, voire des années de travail en amont. Et en France, je dirais, pour choisir quelle cathédrale aurait la priorité, on a l'embarras du choix, honnêtement. On a un patrimoine qui est très riche, mais qui a beaucoup souffert sous la Révolution. Donc, il y aurait des choses à faire, par exemple, à Montmartre, il y aurait des choses à faire à Chartres, à Sens. Beaucoup de clochers sont orphelins, on va dire. Alors, il semblerait que l'Allemagne, en revanche, ait pris le problème à bras-le-corps, puisque l'Allemagne est beaucoup plus en avance que la France pour entretenir son patrimoine campanaire. Ça tient aussi au statut juridique de l'Église en Allemagne, qui est peut-être plus, dans lequel les moyens sont peut-être plus faciles à obtenir. Et puis aussi une mentalité aussi d'entretenir les choses, vraiment, de les faire à fond. Je connais des clochers en Allemagne où, je dirais pas qu'il y a de la moquette, mais les choses sont vraiment très propres. On voit qu'il y a un certain sens de l'entretien et de la conservation du patrimoine. Oui, c'est le même problème, ou le cas en tout cas pour les orgues. En Allemagne, vous arrivez, l'orgue est toujours accordé, entretenu. Oui. Voilà, c'est aussi le statut, l'Église étant chapeautée par l'État, mais c'est historiquement par les impôts quand même, d'une manière redistribuée, mais en tout cas c'est ce qui se passe. C'est la même chose pour l'Alsace d'ailleurs. Bon, pour la France, on peut trouver des orgues qui sont effectivement moins entretenus, une question de budget et autres, mais ça c'est typique un peu de certains pays comme la France et l'Italie. En Allemagne, effectivement, on tombe surtout sur des instruments bien entretenus aussi. Tout à fait. En France, est-ce que la jeune génération s'intéresse à la campanologie? Parce que finalement, c'est quand même assez peu connu. Est-ce que c'est une discipline qui est enseignée? Est-elle enseignée à l'université? Comment ça se passe? Alors là, vous mettez le doigt sur un sujet un peu difficile, à savoir qu'effectivement, il n'y a pas en France d'enseignement, à la différence de beaucoup d'autres pays d'Europe. Il n'y a pas d'enseignement universitaire sur ce sujet. Ce n'est pas, à mon niveau, faute d'avoir essayé, mais on m'a plusieurs fois fait comprendre que ce n'est pas d'actualité. Bon, je pense qu'en fait, c'est peut-être plus une question d'ailleurs c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est plus une question, je pense, de trouver l'angle sous lequel façon il faudrait présenter les choses. Il y a eu des tentatives d'enseignement du côté de l'ethnomusicologie, mais l'ethnomusicologie, c'est 2% de la campanologie, parce qu'un campanologue, il est aussi, c'est beaucoup de choses, c'est de l'ingénierie, c'est de l'acoustique, c'est de l'électronique, de l'informatique, de la charpente, c'est beaucoup de choses. Donc c'est une science à part entière et qui, la Société française de campanologie est en train de s'en occuper, est en train de s'organiser, mais ça va prendre, à mon avis, encore de nombreuses années. Alors, pour le jeune public, c'est sûr que, bon, vous emmenez les jeunes dans un clocher, c'est tout de suite le côté exploration, le côté... c'est une révélation. C'est quelque chose qui marche beaucoup. Alors après, en faire son métier... Bon, pour l'instant, c'est un peu jeune. Vous êtes tous les deux intéressés et concernés par la question de la transmission, puisque donc Hervé Goriot, vous avez enseigné jusqu'à une date récente à l'Université de Paris 8. Vous, Thierry Esquèche, vous continuez d'enseigner? Oui, je pourrais m'en passer d'une certaine manière avec tout ce que je fais, mais c'est une nécessité. Retrouver mes élèves, leur transmettre ce que je disais tout à l'heure au niveau de la composition ou autre, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi. Et d'ailleurs, que d'une certaine manière, le moment où je suis le plus créateur, c'est quand je suis avec eux. Parce que j'essaie de me vider de mes idées pour qu'ils en prennent un tout petit peu et qu'ils se les réapproprient, évidemment. Je ne vais pas de faire du pastiche. Et que je donne des cours d'improvisation ou de composition, c'est vraiment le fait de se donner, que les autres puissent récupérer quelque chose. Ça, pour moi, c'est primordial. Enfin, ça allait depuis l'Antiquité, heureusement. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Je vous propose, avant de conclure, que l'on passe au questionnaire inattendu tout de suite après le jingle.
Le principe est simple, je vous pose toute une série de questions et le premier d'entre vous qui souhaite répondre répond. On commence avec la question suivante. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir? Alors, en ce qui vous concerne, Thierry Sketch, vous en avez accompli plusieurs. Mais... Oui, mais justement, pas de moi. Et ce qui m'a... Peut-être que c'est une de celles que je préfère, c'est Les damnés de Visconti. Je parle d'œuvres cinématographiques. Tout simplement peut-être parce que c'est un des films les plus parfaits au niveau de la forme, au niveau du discours. C'est un personnage que j'aurais certainement aimé connaître, cette espèce de vieil aristocrate, mis dans un monde qui n'était plus le sien. Et je pense que c'est certainement le chef-d'œuvre à tout point de vue, au niveau de la lumière, du message qui y passe. J'aurais aimé pouvoir un jour arriver à jouer la suite de Duruflé à l'orgue. Mon petit niveau ne me le permet pas pour le moment. Quelle est la personne que vous admirez et que vous auriez aimé rencontrer? Jean-Sébastien Bach. Ah, je suis sûr que je pourrais avoir la même réponse, nous mesurer à toute modestie à l'improvisateur qu'il était censé être, puisqu'il faisait tournoi d'improvisation dans le monde où il se battait avec Marchand et autres. D'ailleurs, vous renouez un petit peu avec la mode de l'improvisation. Et en duo, et puis même quelquefois en tournoi, justement, j'aurais refait des tournois comme ça. Mais disons peut-être que ça serait, alors il y en a plein, Victor Hugo. Victor Hugo, parce qu'une puissance de l'imagination totale, ces oxymores qui sillonnent comme ça les vers, c'est ce personnage qui est capable d'écrire 300 vers pratiquement en une journée. Alors quelquefois, il y en a qui sont ratés d'ailleurs, et c'est ça qui est fabuleux. Cette espèce de facilité, et en même temps, qui a eu le temps d'avoir un engagement politique très fort dans la société, qui a varié d'ailleurs du royalisme à tout ce qu'on veut, mais... et c'est ça que j'apprécie dans ce genre de personnalité, une personnalité boulimique de vie. Voilà. Que diriez-vous, l'un et l'autre, à l'enfant que vous étiez lorsque vous aviez 10 ans? Bah, je lui dirais, n'aie pas peur, l'avenir laisse toujours un certain nombre de portes ouvertes, crois en ce qui va arriver. Oui, pareil, je pense, crois vraiment en ce que tu veux faire et aide-toi, le ciel t'aidera. Qu'est-ce que vous a appris la vie que vous aimeriez transmettre? La vie, elle m'a appris que quand on va au bout de quelque chose, le sens de la perfection, je crois que les gens qui sont proches, les gens qui m'ont éduqué me l'ont appris, ne fait pas quelque chose à moitié. Je crois que c'est important. Voilà, c'est peut-être une des principales choses que j'ai appris. Jusqu'au bout des choses. C'est vrai que c'est quelque chose, l'orgue, on en parlait tout à l'heure, une discipline très exigeante. Et vous, Vegorio? Je pense qu'elle m'a appris la tolérance aussi, et la patience envers moi-même, et puis envers les autres surtout. Qu'est-ce que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas fait? J'aurais certainement aimé faire plus de philosophie que je n'ai pu en faire. Il m'arrive de me prononcer sur la modernité ou des sujets philosophiques. En tant que créateur, on est souvent amené à s'y présenter. Et c'est vrai que la philosophie, pour moi, c'est chercher le sens de la vie et comme disaient certains, apprendre à mourir. Il me semble que c'est quelque chose, si je pouvais y passer plus de temps, mais c'est peut-être pas fini, hein, la vie étant pas finie, je ne dis pas encore que je n'ai pas dit mon dernier mot, mais en tout cas c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais pu faire à la place de la musique, enfin peut-être pas complètement à la place. J'aurais aimé faire peut-être poursuivre ce travail de perfectionnement dans le milieu, dans l'orgue, et avoir acquis une certaine, peut-être plus d'aisance en fait. C'est pas non plus... il n'est pas trop tard non plus. Il n'est pas trop tard non plus. Quelle est l'odeur de votre enfance? Le foin coupé. Quand j'étais tout jeune en Ariège, j'aidais mes cousins quelquefois à parcourir les champs, à faire les champs, les travaux des champs. Et je pense que c'est l'odeur que je recherche encore aujourd'hui quand j'ai un jeu vraiment au bout du rouleau et que j'ai 4 œuvres à finir et que ça ne va plus du tout. C'est m'allonger dans du foin coupé. Moi, ça aurait été l'odeur de ces maisons anciennes, un petit peu, qui sont restées longtemps un peu fermées. Il y avait chez ma grand-mère, je me rappelle, ce sont des souvenirs, vraiment des souvenirs d'enfance. Ça m'a marqué, je dirais. C'est un peu de nostalgie, peut-être. Sur ces considérations olfactives, on va conclure cette émission. Merci à tous les deux d'être venus nous parler d'orgue d'une part, de cloche d'autre part. Merci à tous les spectateurs, à tous les auditeurs. Et puis, je vous dis à très bientôt.